Alors on ouvre ces 2 journées autour de théâtre-écriture avec une figure tutélaire, hein, ça te va Valère si je t'appelle comme ça, Tutélaire? une figure Quelle horreur. tutélaire Ah du oui, oui. théâtre. Titulaire? Titulaire, alors voilà, titulaire du Ah théâtre. oui, oui. Non, en fait, l'idée aussi, voilà, quand on parle d'écriture théâtrale contemporaine et française, c'est de construire ensemble et de parler ensemble d'un paysage. Et Valère, dans le paysage, c'est un arbre à lui tout seul au milieu de la forêt. Son écriture ne ressemble à aucune autre écriture. Quand vous lisez ou quand vous entendez un texte de Valère Novarina, vous savez identifier tout de suite que ça lui appartient et qu'il évolue dans un univers propre. Et donc Valère, je te propose, enfin on va discuter ensemble de ce que toi tu vois aussi dans les rapports. Qu'est-ce que tu vois dans ce rapport théâtre-écriture? Comment toi tu travailles sur ce lien théâtre-écriture, sachant que ton écriture, elle déborde du cadre très strict ou conventionnel de l'écriture théâtrale. Tu as produit des textes avec des formes très variées, du monologue, tu es revenu à des formes plus traditionnelles avec des actes et des scènes par exemple. Comment toi tu t'es lancé dans le grand bain de l'écriture théâtrale, peut-être en venant avec d'autres modèles qui te travaillaient que celui du théâtre? Comment tu vois les choses dans ton parcours? Oui, non, mais je voudrais Vas-y, pour commencer, un vas-y. petit préambule. La phrase une citation que je dis aux acteurs chaque fois que je les rencontre et qu'on entame un travail, c'est une citation de Maurice Chevalier dans la bouche de Johnny Hallyday. Voilà. Parce que je l'ai entendu par Johnny Hallyday, il a dit que c'était de Chevalier. Alors il dit à l'acteur, tu soignes tes entrées, tu soignes tes sorties, et entre les deux, tu fais ton métier. C'est pas mal. Alors l'autre citation aussi, après j'arrêterai, c'est une citation de Saint François de Sales, qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire, qui dit « J'enseigne en chair des vérités que j'ignore complètement ». Et les professeurs ou tout le monde peut aussi dire c'est très vrai, quoi. Que, que les choses se font à plusieurs, ensemble. Oui. Voilà. Alors oui, j'enseigne en chair des vérités que j'ignore complètement. Je l'ai écrit sur un bout de papier. Je l'ai donné à Dominique Pinon quand il sortait de scène. Il a regardé, il a dit c'est tout à fait ça. Alors oui, ta question c'était le. Mais on peut repartir Je sais pas par quel bout pour aussi. la prendre parce que si on me demande qu'est-ce que c'est que l'écriture de théâtre, dans le fond je sais pas du tout. Oui. Voilà. En fait, c'est comme le professeur qui vient en chair et qui parle de choses. L'écriture, au fond, quand on s'y met, on ne sait pas forcément quel chemin on va emprunter. Je sais pas, ou peut-être tout tournerait plutôt autour du geste, de l'idée de geste, le geste de la parole. Ouais. Parce que les phrases sont aussi des tracés dans l'espace. Parmi les citations qui me nourrissent aussi, il y en a une très belle de Saint-Augustin qui dit la parole s'entend, mais la pensée se voit. Et c'est tout à fait extraordinaire d'écrire ça au IVe ou Ve siècle. La parole s'entend, mais la pensée se voit, que la pensée, c'est des formes géométriques qui se tournent, qui jouent autrement, et que le langage agit sur le cirque mental, enfin, et fait apparaître disons, enfin, d'une façon un peu schématique, peut-être les noces de l'espace et du langage. Et dans le fond, quelque chose dont je me suis rendu compte il y a 4 jours, c'est que, parce qu'on a fait un petit essai de cinéma, on a réfléchi un peu, c'est que au théâtre, on voit dans le langage. Ce qui est pas du tout, le statut du langage n'est pas du tout, là au cinéma, il vient en dernier recours, et dans le fond, il n'apporte pas grand-chose. Parce que qu'est-ce que le parlant a apporté par rapport au muet? Je trouve pas grand-chose. Et au théâtre, la force du théâtre, c'est la distance entre le spectateur et l'acteur. C'est-à-dire, j'entends quelqu'un parler loin de moi, et c'est là que je voyage dans l'espace d'une façon, chacun selon sa façon, etc. Donc, oui, parce qu'il y a quelque chose comme, il y a un rapport très proche avec l'acteur, puisqu'il y a un contact par le souffle. L'acteur me charme, ou m'emporte, ou me répulse par son souffle. Il y a une sorte, c'est comme s'il était sur le même oreiller que moi. Dans le fond, il y a un contact par le souffle, et cependant il est loin, et surtout, j'ai pas le droit d'y aller. J'ai pas le droit de monter. Donc il y a une sorte de mise du langage au loin
qui est quelque chose qu'on peut lire dans le langage au théâtre et me semble-t-il pas au cinéma. Enfin, c'est complètement autre chose. Voilà. Et quand tu parlais du Et geste... puis sinon, oui, Ouais, vas-y, je te laisse ça. oui, sinon, les 4 états du texte. Ouais. J'ai fait une théorie des 4 états du texte. Vas-y, Ah oui, oui, bon. vas-y, c'est le bon endroit. Oui, dans le fond, il y a 4 états du texte. Le premier état du texte, c'est quand vous êtes tout seul à avoir écrit quelque chose que personne n'a lu et que c'est complètement dans votre cerveau pendant 3-4 ans, je sais pas. Bon. Donc, apparaît quelque chose du texte et après, la seconde, ou les 4 révélations du texte. La seconde, c'est quand, à la première lecture, je vais entendre ces voix dans l'espace. C'est complètement autre chose et la même chose qui apparaît. C'est une force extraordinaire. Et après, lorsque les choses sont dans l'espace, on enlève les tables et les acteurs ont le droit de bouger un peu et tout d'un coup, on entend aussi complètement autre chose dans le texte. Je me souviens de la première mise en scène que j'ai faite, le drame de la vie. On a un moment, c'est Bernard Ballet, qui est mort il y a très peu de temps, qui jouait dans le spectacle, qui à un moment m'a dit mais il faut enlever les tables, parce que moi j'avais très peur des acteurs, j'ai gardé les tables pour... c'était rassurant, quoi. Enlève les tables, et ils sont mis à marcher comme ça, et j'ai dit à l'assistante, regarde, c'est extraordinaire, on dirait des chiens de chasse. Ils sentent les déplacements de la mise en scène, que telle chose se dit là et l'autre ici, etc., parce que je pense que c'est l'acteur qui invente tout, avec l'assistance passive du metteur en scène, et j'ai horreur du mot de direction d'acteur. Je pense que l'invention à la force de théâtre, c'est le travail de l'acteur. Tout le reste, c'est secondaire, au secours de l'acteur. Bon, voilà. Alors, donc, ça, oui, dans la tête, dans l'espace sonore, ouais. dans l'espace pour demain. Et après, quatrième révélation, s'il y a quelqu'un en face qui écoute, la présence du public. Et une année, on a joué dans le festival d'Avignon qui n'a pas eu lieu, et on était prêt à jouer, et le camion est arrivé comme un corbillard le matin pour emporter tout ça, etc. Donc, c'est là que j'ai compris l'importance tout d'un coup, le 4e état, à ce moment-là. Et puis aussi, enfin après, j'arrêterai avec mes théories, ça suffit, théorie du croisement des parallèles. Que le raccord n'est pas frontal. Moi, je suis ici, soit je joue, je suis metteur en scène, et je trace une perspective, un ordre perspectif qui mène à un point qui rassemble tout, etc. Voilà. Mais vous n'êtes pas en face, vous êtes de côté, vous êtes de bien, et vous allez voir aussi vous apparaître quelque chose qui n'apparaîtra qu'à vous, parce que mon pyramide, mes angles sont très ordonnés, très, très, très logiques, disons. Il y a un ajustement des choses. Et si c'est en brouillon, vous allez voir que des brouillons. Si c'est très ajusté, vous allez voir dans ce que j'ai fabriqué dans l'espace avec le langage, mais vous allez voir autrement. Et cette idée d'autrement, le nom autrement, pour dire changer le théâtre comme lieu de l'autrement, tout voir autrement. Et puis la troisième chose, enfin bon, mais après, oui, c'est que je pense qu'entre un acteur et la partition d'un texte, il n'y a qu'un endroit où c'est vrai. Partout ailleurs, c'est faux. Il y a un seul endroit où c'est entre vous et telle page, etc. C'est quelque chose de très, très précis. C'est pas du tout... Le théâtre peut faire n'importe quoi. C'est le contraire, c'est la rigueur et dans le fond, la justesse comme musicale des choses. Parce qu'un acteur enrhumé ou qui a trop mangé de quelque chose, de choucroute, j'en sais rien, qui a plus sa voix comme d'habitude, tout d'un coup, il y a quelque chose le théâtre est un endroit extrêmement fragile. L'émotion tient vraiment à des riens. Et alors là, oui, une autre chose aussi, c'est une fois à Rio que j'ai eu cette révélation, enfin que, dans le fond, s'il fallait choisir un saint patron pour le spectateur, il faudrait immédiatement choisir Saint-Sébastien. Parce que le spectateur reçoit des flèches. Les flèches de langage, les flèches et chacun reçoit des flèches différentes et les ressent différemment. Rien n'est plus beau au théâtre que les émotions dans le désordre, très différentes les uns les autres. Alors j'ai 2 petits exemples que je peux donner. Quand on jouait L'Acte Inconnu à Avignon, à un moment, Dominique Pinon s'adressait à Myrto Procopiou et lui disait
Si tu veux bien, comme les latins, ne pas distinguer le U du V, il y a dans notre langue une anagramme du mot Dieu, c'est le mot vide. La salle ricane un peu, rit un peu, etc. Et le père Chave, qui était un prêtre qui travaillait beaucoup pendant le festival, la quantité de manifestations, m'a dit, quand j'ai entendu le mot vide, je suis entré en contemplation. L'un entre en contemplation, l'autre rit, etc. Ça, c'est la force extraordinaire de la mêlée des émotions et pas de la propagande ou l'émotion unique. C'est très facile de faire de l'émotion avec du ralenti, avec des lumières, etc. Il y a une sorte voilà. Et puis l'autre chose aussi, enfin, qui est un peu comme l'histoire du Père Chave, à la Comédie Française, on jouait l'Espace Furieux, il y avait une grande table où il y avait à peu près 12 acteurs alignés, c'était visiblement un dérivé de la scène, du dernier souper, etc. C'était une scène comique, puisqu'à un moment, Daniel Zdick montait, allait du côté du cadre et arrachait un lambeau du cadre et le mangeait. C'était une pizza qu'on avait recouvert de peinture, etc. Donc c'était une scène très comique. Et le père Guggenheim, que j'ai rencontré, qui était très proche de Lucie G, m'a dit, quand j'ai vu cette scène, j'ai pleuré tout du long. Il a pleuré tout du long, l'autre arrière, et c'est l'émotion de la mêlée du théâtre. Et rien n'est pire que d'avoir que des lecteurs du même journal ou que des originaires de la même Corse ou de la même Savoie, etc. C'est ce mélange vital du public qui est essentiel. Rien n'est pire que d'avoir une salle complètement d'instituteurs, et c'est tout. On est devant un public mélangé ici. Oui, très mélangé, j'ai bien senti. Il y a une chose... Il y avait une histoire, je peux raconter une chose drôle quand même. Vas-y, je t'en prie. Alors, après, j'arrêterai avec les anecdotes. Bon. À un moment, j'étais assistant d'Antoine Bourseiller à Aix-en-Provence, qui essayait de rassembler son public et il voulait attirer les gens dans le théâtre pour parler de ce qu'il faisait tout. Et il a eu l'idée saugrenue d'inviter les gens par métier. Alors un jour, il y avait tous les bouchers de la région et toutes les bouchères qui étaient là. Et tout d'un coup, Bourseiller monte sur une table et dit mais nous sommes tous des décadents, nous sommes tous... Alors les bouchers étaient là, les bouchères, ils étaient tout à fait surpris par cette... Bon, alors voilà, la question c'était quoi? En fait, là, ce que tu décris, parce que tu as beaucoup parlé d'espace, d'émotion, d'aller toucher les gens avec du langage, en fait, là, ta perception, ta conception du théâtre, c'est une sorte d'espace balistique. Tu as beaucoup parlé de perspective aussi. C'est l'idée de lancer des mots vers le public pour aller les toucher. Une salle de squash où la réplique vous arrive à vous, elle a rebondi ici, elle a touché une autre personnage, puis et on peut voir, examiner la physique de l'émotion, par exemple. Une fois, j'étais à la colline et j'étais sur le côté, comme ça, je voyais bien ce qui se passait, et je voyais bien que l'émotion était une vague qui est assez lente. Le premier rang riait, puis le deuxième, puis le troisième. On peut observer les émotions dans l'espace. Le théâtre de Valère, moi je me souviens d'avoir vu à Avignon, je ne sais plus, ça devait être l'Origine Rouge, probablement, au Cloître des Carmes. Et c'est le seul théâtre où on entend des gens rire quand des acteurs prononcent de longues tirades en latin, par exemple. Moi, ça m'avait quand même assez stupéfait. Donc, il y a une capacité dans ton théâtre à toucher le public avec des choses qui sont complètement incongrues pour un public, tu vois ce que je veux dire, qui est habitué à la langue des médias, par exemple, qui réagit à des choses, je sais pas, comme dans les sitcoms ou des choses comme ça. Ton théâtre, il vient toucher à un endroit aussi qui nous est inhabituel. Pour un spectateur moderne, c'est pas facile d'entendre du texte en latin dit sur un plateau, ou des mélanges même linguistiques. Alors sur le latin, j'ai une histoire à te raconter aussi. Oui. Donc dans le dernier spectacle, L'Animal imaginaire, il y avait un passage en latin. Et j'avais deux acteurs haïtiens. Et d'instinct, c'est à eux que j'ai donné les répliques en latin. Et en effet, You, quand il était arrivé à ce qu'il avait à dire en latin, était une diction latine parfaite, ce qui n'aurait pas été sans doute le cas avec un élève non haïtien. Mais il y a eu plus curieux que ça. L'autre acteur, qui s'appelle Hippose, lors des premières lectures, me dit « Dis donc, hier tu avais un mot créole dans le texte que tu as enlevé. Pourquoi tu l'as enlevé? C'était très bien. » Je lui dis « Un mot créole, mais je ne sais pas le créole. Que c'était quoi ?» Il dit « Si, miserere nobis. » Ayez pitié de nous. Il répète ça tellement 300 fois par jour en Haïti qu'il a cru que c'était créole. Donc c'est tout
tout Haïti en 4 syllabes. Et cette attention particulière aux langues étrangères ou aux mots qui se perdent, c'est quelque chose enfin, depuis le début de ton œuvre, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Je me souviens, enfin, même Sidonie pourrait témoigner, quand on travaille avec toi, tu nous demandes, ou on cherche ensemble des mots, on épluche des dictionnaires. J'étais allée chercher des traductions en inuit de Je cherche Oui, un homme, par exemple. Donc il y a cette curiosité, cette volonté peut-être de thésauriser un peu le langage qui a tendance à être abîmé et qui s'éteint avec la langue médiatique, peut-être. Dans ton geste d'écriture, il y a quand même oui, l'idée de si tu thésauriser veux les langues. écouter avec attention des langues qu'on ne comprend pas. Mm. Alors, bon, il y a un petit livre où je raconte ça, mais je peux encore résumer aussi. Lorsque mon père était en voyage pour son travail, ma mère nous attirait, mon frère et moi, près du piano de tante Mathilde, où elle jouait quelques chansons de Paimpol, la Paimpolaise, etc. Bon, le petit Grégoire. Et à la fin, si on s'était bien tenu, il y avait la chanson hongroise. C'était une chanson d'amour qu'un étudiant hongrois avait écrit pour elle. Donc j'ai passé beaucoup de temps à écouter chanter le hongrois et joué par ma mère. Et maintenant, vous me dites, demain, il faut aller à Budapest, j'y vais tout de suite, juste pour entendre cette fausse langue maternelle. Non, mais alors, oui, Vitesse disait qu'on va au théâtre pour entendre sa langue. C'est très beau et c'est très fort et elle en a vraiment besoin parce qu'aujourd'hui, j'observe avec attention ce qui se passe dans la chanson, par exemple. Alors que le texte se maintient très bien dans le rap. Le rap repose, il y a quelque chose à dire avec le texte. La chanson française est devenue totalement inaudible. C'est A-E-I-O-U, il n'y a plus une consonne, il n'y a plus rien. Tu ne sais pas un seul mot. L'autre jour, j'en parlais à mon petit-fils et je lui ai fait écouter Paris s'éveille de Dutronc, des choses comme ça. Il y avait une joie de la langue dans la chanson. Et là, il y a une sorte de dépérissement, d'uniformisation. Il n'y a plus que 2 A au lieu d'en avoir 6 ou 3, je ne sais pas. En fait, c'est un appauvrissement de la palette, de l'arc-en-ciel, des couleurs de la langue. C'est en train de partir complètement à volo. Je ne sais plus quel journaliste de la radio disait pas Picasso, I-A-O, il disait mais Picasso. C'est-à-dire, il y a une sorte de Picasso, il y a une voyelle médiane qui peut tout remplacer. Je suis très content d'être avec toi, cher. Voilà. Donc, il y a un dépérissement des sons, et c'est grave parce qu'on pense avec le son. On pense avec le son et on pense avec le rythme. Le rythme, c'est complètement fondamental. Et avant que s'écrive quoi que ce soit sur une feuille, il y a des prémonitions, des devinements, une chose rythmique, des rythmes, la ponctuation, l'importance extraordinaire de la ponctuation pour l'acteur, qui doit bien entendu pas respecter, mais ça lui aide, ça éclaire le texte. Et je dis aussi beaucoup aux acteurs que retournez sans arrêt à la partition, vous n'avez pas encore vu la richesse extraordinaire quand il y a une partition écrite, ou comme on sort comme un violoncelle joue toujours les suites de Bach, etc. Bon, voilà. Donc, c'est ces choses qui... aussi l'incarnation, parce qu'on est dans une période d'extraordinaire désincarnation. C'est incroyable. Je sais pas, le corps n'est plus là, la présence n'est plus là, il n'y a plus rien. Enfin, mais la langue aussi dépérit de façon extraordinaire. Elle perd son corps aussi. Par exemple, la ville de Beauvais est devenue Beauvais. Les gens disent Beauvais maintenant, mais mettons Beauvais. Voilà. Donc, il y a une sorte de maladie de la langue que j'observe tous les matins avec fureur sur les chansons qui passent, où ça fait rire aussi. Bon, voilà. Mais il n'y a plus la langue n'est plus l'endroit d'une joie. Il n'y a plus une sorte d'érotisme du langage, parce que de toute situation, on peut toujours se sortir par des mots. Jarry, et je me suis beaucoup intéressé aux dernières paroles que les gens prononçaient. Jarry a dit « Donnez-moi un cure-dent ». Goethe a dit « Plus de lumière », etc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah oui, Calvin. Ah, Seigneur, tu me poins, au sens tu me poins, il me suffit que c'est toi. Il faut le faire. Voilà. Donc, je me suis beaucoup intéressé aux compressions de langage, au drame en 2 mots, en 2 syllabes, et le théâtre comme endroit de densité du langage. Comme s'il y avait du H2O, mais H6O, 8, ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est un autre état du langage, et à cet égard, je préfère
énormément le mot allemand de Dichtung, qui veut dire rendre plus lourd, plus compact, Dichtung, que poésie, qui est un peu vague et de lieu à un culte bizarre. Voilà, il y a un mot magique pour mettre tout le monde d'accord, on dit c'est la poésie. Donc les endroits où enfin, il y a un bistrot près de mon chalet dans la montagne. Il y avait deux paysans qui étaient là, ils ne disaient pas un mot. Je dis, ils ne disent pas un mot, ils vont dire quelque chose d'important. Alors j'attends, il y en a un qui dit, il y a trop de tout. Voilà à l'époque, à 3 syllabes, non? Et puis ensuite, attenons aussi. Alors, un homme, une femme, silence. J'ai horreur des gens, parce qu'ils sont plus intelligents que moi. C'est extraordinaire. Ou parfois des choses, oui, bon, j'en connais 11 comme ça, mais je ne veux pas... 11 examens. Mais parfois une phrase dans la rue, très longue et très ramassée. J'étais dans la rue, quelqu'un me dépasse en disant « Évitez de vous gonfler d'orgueil, les enfants, de toute façon, vous êtes beaucoup trop faibles à l'échelle de l'humanité. » Crayon, etc. Je vais tout de suite et je l'ai mis dans 2-3 pièces en même temps. Voilà. Donc que le langage qui peut réduire la pensée à des noyaux, dilater, etc. Et puis que dans le fond, enfin, où tout ça tournerait autour de l'intuition ou de la certitude ou je ne sais pas quoi, que la pensée humaine vient accomplir la respiration animale. On respire, donc on renverse, et que la pensée renverse. La pensée, s'il n'y a pas renversement dans la pensée, c'est la propagande ou c'est touche rien. Il y a une sorte de drame de la pensée et de traversée de la mort par la pensée. Alors là, je suis obsédé par une expression de Hegel qui est le vendredi saint spéculatif. Alors quand je rencontre des Hegeliens, il y en a peut-être là, je leur demande des explications, mais c'est extraordinaire. Le vendredi saint spéculatif, il y a l'idée aussi de miroir dans la pensée, dans le spéculatif de, je ne sais pas, le miroir de renversement, voilà, de mouvement. La pensée, c'est la remise à mon mouvement du langage. Le langage s'est arrêté autour de nous, c'est partout des ordres de la télévision, des publicités, etc. Et retrouver l'invention et le renversement et la traversée de la mort parce qu'on ressuscite à chaque respiration. Enfin, tu as beaucoup travaillé aussi, enfin, tu lis beaucoup la philosophie. Il y a cette célèbre phrase de Wittgenstein que tu as détournée aussi dans tes textes. Hein. Ce dont on ne peut parler, c'est cela qu'il faut dire. Ça, enfin, justement, cette idée de renverser, ça répond à ta question tout à l'heure. Oui. Wittgenstein écrit « Ce dont on ne peut parler, muss man schweigen », ce dont on peut parler, il faut le taire. Non, moi je dis « Ce dont on peut parler, c'est cela qu'il faut dire ». Et j'ai l'impression que les textes parlent de choses dont on ne parle pas. Et il y a une phrase extraordinaire d'un philosophe savoyard qui est « Les hommes parlent rarement à eux-mêmes et jamais aux autres des choses qui n'ont point reçu de nom. » Je trouve ça extraordinaire. Les hommes parlent rarement à eux-mêmes et jamais aux autres des choses qui n'ont point reçu de nom. Le langage est ce que n'est pas dit du langage. Le langage et l'absence du langage. Et surtout pas que toute représentation mécanique de la langue, de la grammaire, de tout ce qu'on veut, c'est un faux que les mots sont des corps vivants, ayant leur histoire, et que dans le fond, ils en savent plus que nous. Et peut-être que c'est eux qui écrivent. Et il y a justement le principe de nomination dans ton œuvre, elle est importante, parce que finalement, dès qu'on nomme les choses, on les fait apparaître. Si je dis plafond, plancher, hop, ça les fait tout de suite apparaître. Dans ton théâtre, là, il y a vraiment cette idée de faire apparaître les choses en leur donnant un nom, et en les faisant surgir sur le plateau. Non, t'as pas ce sentiment-là ? Oui, c'est ça. Et si tu arrêtes de parler, si tu arrêtes de nommer, le théâtre c'est noir plateau, le théâtre s'éteint et le spectacle, la représentation s'arrête. Donc il y a ce besoin de parler beaucoup aussi pour faire exister un peu. Oui, c'est vrai qu'avec les acteurs, on a tendance à faire des spectacles sans silence. Oui. Peut-être de façon un peu exagérée. Je sais pas, à chaque fois je me dis, il faut que j'essaye de mettre quelques silences, voir ce qui se passe, mais l'instinct est plutôt de le faire sans silence, parce que dans le silence se précipitent les idées toutes faites. Donc là, comme tu dirais ça chez Beckett, par exemple, aussi dans les silences beckettiens, tu as l'impression que tout
que ça précipite Oui, hier, j'ai vu fin de partie à l'opéra comme il s'appelle le musicien Tu me l'as dit tout à l'heure, mais je me c'est un souviens musicien plus. hongrois. C'est tout à fait extraordinaire. Oui, il y a une Comment il adaptation s'appelle? opératique de fin Oui, de tu vois partie pas comment il qui se joue s'appelle? en ce moment. Non, tu me l'as dit tout à l'heure, Ah mais zut, le nom oui. je Et donc, sur les silences de Beckett, et toi, au contraire, qui remplit beaucoup le... Ben là, les acteurs ont, je sais pas, ont conscience de l'étagement Chez Beckett, tu veux oui, dire, dans oui, c'est ça, qu'il y a l'adaptation. une couche, ceci, le mot, il y a une couche comme ça, et on peut descendre toujours plus profond dans les mots et savoir, et dans le fond, en français, très rapidement, pas savoir d'où ils viennent. Parce alors que l'allemand, aussi, je crois que l'hébreu et l'arabe sont un peu comme ça, il y a des sortes de racines fondamentales qui se retrouvent et qui fait qu'on sait d'où vient le mot. Et en France, on ne sait jamais, même des mots tout simples. Je me suis demandé ce matin d'où venait le mot lecture. Ou écriture. Est-ce que dans écriture, il y avait le CR du bruit de la plume? Est-ce que écriture, c'est inciser quelque chose? De quoi ça vient en latin? Parce qu'on va tout de suite trouver le latin. Mais une sorte de recherche des antécédents de chaque mot. J'ai été un cancre total en latin, mais j'en ai fait pendant 12 ans. Alors, j'étais complètement nul, mais je peux dire que je ne pourrais pas écrire une phrase sans la pensée du latin. Que dans le mot Retrouver quelque dans chose de son histoire, l'origine. pas des formes, dans sa profondeur, dans sa couleur, disons dans sa chair. Parce que nous sommes constitués de langage tout autant que de viande. Les animaux de langage. Oui. Et sur ton geste d'écriture, parce que quand on te voit travailler aussi, tu parlais du rythme tout à l'heure, il y a un travail rythmique du corps aussi, dans le geste d'écriture. Maintenant, tu travailles beaucoup à l'ordinateur, mais quand tu travailles sur tes tables à dessin, quand tu travailles au mur aussi, il y a une vraie implication du corps. Oui, oui, puis c'est vrai que j'ai pris l'habitude, dans le fond, au début d'écrire à la plume, puis quelqu'un me met ça au propre, puis c'est des corrections d'épreuves pendant plusieurs années, sans arrêt corriger. Et à la fin, il faut que j'affiche le texte dans l'espace. J'ai l'impression de faire de la littérature pariétale, un peu comme ça, pour voir à quel point tu changes un mot là. C'est comme si tu mets un petit bouton rouge dans un tableau de Velázquez, tout va complètement résonner autrement. Tout est solidaire, tout peut résonner autrement. Et surtout, le changement de place des choses. Que dans le fond, c'est l'ordre juste. Une réplique qui n'a pas trouvé son endroit, tout d'un coup, son endroit, c'est là, et tu ne sais pas pourquoi, mais c'est là que ça va être juste. Et dans ton travail d'écriture, on en parlait tout à l'heure, tu travailles beaucoup à partir de viviers aussi, pour alimenter les textes. Des viviers de noms, des viviers de phrases qui reviennent comme ça d'une pièce à l'autre. Est-ce que c'est des choses un peu... Moi, j'appelle ça des litanies. Des litanies ou des choses que... Des rosaces. Oui, c'est ça. Si on compare, par exemple, à une cathédrale où il y a l'histoire sainte, épisode par épisode, Caïn, Abel, la Samaritaine, etc., il y a tout d'un coup la rosace, et c'est le tournoiement de tout. C'est un autre... Et dans pas mal de textes, il y a ce que j'appelle des litanies, des choses un peu ensorcelées. Des choses qui font tenir le texte debout aussi, ça sert de point d'ancrage. Qui a une espèce de mouvement perpétuel. Oui. Là, tu parles de rosace, on est quand même dans le lexique de l'architecture beaucoup dans tes textes. Il y a des modèles architecturaux qui traversent ton œuvre, je sais pas, la basilique Sainte-Sophie par exemple, mettre le carré dans le cercle ou des choses comme ça. Ça, c'est des motifs qu'on retrouve beaucoup. La géométrie, au début, on a parlé de balistique, là, on peut... Tu vois, la géométrie, c'est des choses très importantes. L'architecture en général, les mathématiques aussi. Donc, oui, mon père était architecte. Oui, voilà, ça, mais alors, je me dis, moi, je fais il faisait des églises, des cathédrales, des banques, des hôtels de ville qui sont toujours là, mais moi, c'est un édifice qui disparaît le soir. Oui. Aussi que le théâtre est beau de sa disparition. Et sur le travail, sur le rythme, il y a enfin on peut en parler, hein, c'est très... Méchonique en parle beaucoup, le rythme c'est aussi la répétition. Comment tu penses, là avec le recul, si tu te penches sur les, je sais pas, 38 ou 40 pièces que tu as écrites, quel regard tu portes sur l'ensemble que ça forme, tout ça? Oh, moi, j'ai pas ça. C'est le regard des universitaires. Oui, je vais pas l'avoir, oui.
Mais J'ai une est-ce que tu as... j'ai une Ouais, petite vas-y. histoire concernant Méchonique. Oui. Vas-y. Je t'en prie. On était invités dans un colloque à Poitiers, je sais pas, qu'on ne se connaissait pas. Et on avait des horaires différents. Moi, je faisais un truc un jour, lui, c'était le lendemain, de sorte qu'on ne s'est pas croisés, sauf en courant à la gare. En courant à la gare avec ma valise, je vois une table, il y avait le directeur du colloque, c'est Gérard Desson, je crois, qui était là, et avec Méchonique. Et je ne connaissais pas Méchonique. Et Méchonique parlait, il disait, oui, d'ailleurs, dans la cathédrale de Strasbourg, le portail nord, dans le portail nord, la synagogue est représentée aveugle. Je lui ai fait, Monsieur Méchonique, oui, vous avez vu l'église de l'autre côté? Oui, pourquoi? Comment elle est représentée? Elle est sourde. Mm. Et je suis parti comme ça, il est resté sur la synagogue sourde, l'église sourde, la synagogue avec. C'était notre seule rencontre. C'est assez curieux. Ah, ça va être difficile pour moi de... mais peut-être qu'on peut ouvrir aussi avec Oui, oui, vous oui, ouvrons. pour échanger. Est-ce que déjà, parmi nos jeunes étudiants, est-ce que vous connaissez l'œuvre de Novarina? Est-ce que vous avez vu sur scène? Je vois des gens qui hochent la tête. Qu'est-ce que enfin, comment vous l'avez perçu, ce théâtre, par exemple, qui sort un peu de... C'est pas Jean-Luc Lagarce, c'est pas, ça n'a rien à voir, hein. Le seul spectacle que j'ai vu, c'était le dernier, L'Animal Imaginaire. C'était ma première rencontre. C'était un choc, c'était intense. C'était difficile aussi par moments. Je sais j'ai des voisins qui sont en allée au milieu de la représentation. Mais je l'ai pris un peu comme une épreuve d'endurance un peu, et à la fin c'était c'est très positif comme expérience. Mais je pense que l'endurance, elle est pour l'acteur, elle est pour le spectateur, elle est pour toi aussi qui est écrit sur de longues périodes. Tu produis pas un texte tous les 6 mois non plus. C'est un travail long de maturation. Je sais pas, 3 ans pour un texte à peu près, de conception, de Je mise pense en route. excuse-moi, un peu à côté je pense André Marcon jouait le discours aux animaux à Villeneuve, dans le Festival d'Avignon. C'était très beau, etc. La première, je me précipite dans sa loge, il était en larmes, vraiment en larmes. Et il m'a dit, tu veux tuer un acteur, un jour tu en auras un. Il y avait aussi l'idée de, c'est peut-être pour me venger de ma mère, ou je ne sais quoi, j'en sais rien, mais c'est vrai que, oui, elle est aux limites de quelque chose quand même. Mm. Aussi, le public assiste au spectacle de la mémoire. C'est Oui. très intéressant de trapéziste, il est sans filet, etc. De se lancer comme ça sans filet, il y a une sorte d'ivresse aussi du vocabulaire tournoyant. Mm. L'idée de tournoiement, de pluralité, de partir de choses très simples et d'arriver à la plus grande pluralité et au plus grand mouvement, et un peu dans tous les spectacles qui sont un peu, tous faits un peu selon une sorte de schéma rythmique comme ça. Oui, c'est ça. Et je pense que le sentiment d'endurance, enfin, ce qui peut être assez fascinant, c'est les acteurs novariniens. On voit bien qu'il y a un effet enfin, pas forcément volontaire de la part de Valère, mais d'essayer d'épuiser un peu l'acteur avec des choses extrêmement longues. Moi, je me souviens d'avoir vu Znik dans l'opérette imaginaire, dans la tirade de Fini l'infini romancier. romancier. Oui. Enfin, on voit l'acteur enfin, voilà, qui dégouline, enfin, Oui, parce qu'on joue aussi qui va au bout du souffle. On joue aussi avec le degré de tolérance du spectateur. Ouais, Alors, par exemple, dans l'opérette imaginaire, le romancier, ça occupe peut-être 20 minutes, c'est une sorte de roman infini, il est complètement mal placé, il est tout à la fin, c'est le moment où le public en a assez. Alors il faut savoir jouer avec ça. Oui. Donc Znik faisait ça magnifiquement, et qu'il y avait une espèce d'épreuve ou de côté corrida, enfin, de continuer, avec le public pouvant devenir très agressif. Presque une mise à mort de l'acteur sur scène, avec des monologues comme ça. Mais après, oui, tu mais dis aussi, il y a oui. Tu dis aussi que l'acteur entre comme un suicidé sur scène. Enfin, cette idée de l'entrée et de la sortie sur le plateau, c'est comme le geste de renaître ou de mourir quand on entre en scène. Ça, tu le dis beaucoup aussi. Enfin, pour, je sais pas, Louis de Funès ou des acteurs qui se sacrifient. Cette idée du sacrifice de l'acteur, elle est importante aussi dans ton travail.
Et peut-être le portement du langage. J'ai toujours l'image que l'acteur, ou le portement de son corps devant soi. J'ai toujours l'impression que l'acteur offre quelque chose en le mettant en devant. Voilà. Et en même temps, si je peux faire une incise, moi, l'un de mes premiers souvenirs, c'est Marcon dans Je suis. Et on a la sensation d'une jubilation chez lui. Oui, parce que ce sont des textes où les gens se suicident à tour de bras, ou etc. Et la mort est très présente, il y a des cadavres. Mais dans le fond, ce n'est pas déprimant. Je pense que les textes sont d'abord sont comiques, mais c'est pas. Mais aussi, le spectateur doit être. Je leur dis parfois, si la litanie là, a été très forte de l'infini romancier, il va y avoir des problèmes quand ils vont traverser la rue, ils vont pas faire attention, ils vont se faire écraser par une voiture et vous le mettez dans un état un peu second, quoi. Il y a quelque chose du côté aussi de la possession, dans le fond. Possession et dépossession, et aussi dans le... voilà. Nathalie, oui. Oui, je vais vous dire une chose que je voulais dire à Valère Novarina en tête-à-tête, mais vu la question, j'ai vraiment très envie de la partager. Il y a cette semaine, c'était mercredi dernier, je fais partie d'un jury d'une école d'acteurs qui s'appelle l'ESCA, qui est une école supérieure à Asnières. Et dans le jury, il y a des gens de ma génération qui ont vu le discours des animaux il y a longtemps, qui ont été très marqués. Puis il y a aussi des jeunes gens. Et est arrivé un jeune homme, donc on voit défiler 80 jeunes acteurs en 2 jours. Ils ont 5 minutes pour faire du théâtre devant le jury. Et un jeune homme est arrivé avec un texte de Valère Novarina. Malheureusement, j'ai oublié la pièce. C'est pas une pièce que je connaissais d'ailleurs. Et il a 20 ans. Il avait le choix, ils ont une très longue liste d'auteurs et d'autrices, donc il a vraiment le choix. C'est quelque chose qu'il a vraiment choisi et qu'il a découvert d'ailleurs grâce à la liste imposée. Et il a fait un truc absolument extraordinaire. Là, je vous rejoins. On a vu un tout jeune acteur dans tout le déploiement de son talent, de son potentiel, de sa jubilation, avec cette langue, avec le corps que ça lui donnait. Et vraiment, moi, j'étais prête. Je me disais, là, je vais me battre. Je vais me battre pour lui. J'ai pas eu à me battre. Mais j'ai dit tout de suite, j'ai dit, en fait, il a inventé, en 5 minutes, il a créé le théâtre. Voilà. Grâce en s'appuyant, en avalant, en régurgitant, en échangeant avec votre langue. Et bon, il n'y a pas eu de discussion, il a eu 10 par tout le monde, il est passé là. Et c'est vraiment je dis, il a eu aussi l'intelligence, ce jeune homme a eu aussi l'intelligence de choisir cette scène, cette langue, et de comprendre à quel point elle allait le transfigurer. Voilà. Donc c'est pour ça que là, quand j'ai entendu beaucoup de choses un peu, c'est effectivement une jubilation, il y a une grande joie, même si c'est très, très éprouvant physiquement, il y a une très grande joie aussi dans... Voilà, j'avais envie de faire. Du coup, je partage avec tout le monde. Valérie, je peux te poser une question. Dans les conservatoires, c'est pareil, les pièces de Valère sont proposées dans les auditions? Alors, eux, ils n'ont pas de liste imposée. Hein. Il n'y a pas de liste imposée? Au Conservatoire national, ils ont une scène avant 1980 et une scène après 1980. Enfin, bon, c'est pas de liste d'auteur. Et du coup, je fais moi des listes. Je suis secrétaire du jury au premier tour. Donc je vois, il y a 30 candidats par jour. J'en vois, cette année, j'en ai vu 6 fois 30, donc 6 jurys fois 30. Et je fais une liste des auteurs qui sont... Voilà. Et c'est très, 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 très divers. Alors, Novarina est très, très difficile. Et du coup, il apparaît, je suis désolée, mais il apparaît pas souvent. Non, mais c'est risqué pour une audition, en plus de... Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est considéré comme risqué pour une audition. Je ne sais pas si c'est risqué pour une audition, en fait. Je n'en sais rien. Mais c'est considéré. C'est-à-dire que quand on voit ce texte, on a un moment de se dire, oula, ça va me prendre vraiment du temps. Enfin, ça va être compliqué. Et défendre ça en 2 minutes, parce que c'est pas 5 minutes, mais c'est 2 minutes, la scène, on peut vous interrompre après 2 minutes, on vous interrompt après 2 minutes, en tout cas.
c'est impossible. Il faut du temps pour nous arriver à. Enfin, j'ai l'impression que ça donne. Oui. Voilà, donc oui, il apparaît, mais pas souvent. Je peux poser une question? Oui, je vois pas en fait, je suis éblouie. Ouais. Vous avez du plaisir à écrire, Valère, vous avez du plaisir maintenant à mettre en scène, et vous avez aussi du plaisir à scénographier. Est-ce que vous pourrez me donner le plaisir que vous avez à ces trois activités, ou est-ce que tout compte fait, c'est la même? C'est peut-être un peu la même, mais plaisir à écrire, pas trop quand même, parce que c'est... non, parce que vous pouvez travailler toute une journée, et puis l'impression d'avoir rien fait, puisque c'est dans votre tête que ça se passe. Si vous avez écrit le texte, vous n'avez plus la force de le relire le soir, vous avez travaillé avec du rien. Tandis que le peinture, le dessin, il y a quelque chose que vous pouvez mettre au mur, regarder, renverser, continuer de l'autre côté. Mais peut-être l'idée que les peintures sont écrites. Je ne sais pas comment dire. Ou l'idée parfois je dis, tiens, là c'est la première pièce vraiment peinte. Je ne sais pas comment dire. L'idée, enfin, je sais pas bien expliquer, mais j'ai beaucoup appris en tout d'un coup me mettant à pratiquer le dessin de façon parfois forcenée, puisque j'ai dessiné pendant presque 2 jours d'affilée, etc. Enfin, des actions de dessin. Et puis la peinture, puis ça me soulage. Enfin, notre scénographe, Céline Marioche, sait bien que 15 jours avant la répétition, je vais avec des toiles qui seront présentes sur scène, tranquille, et c'est presque sanitaire. Enfin, voilà, tout d'un coup de... Mais oui, mais c'est surtout une peinture d'apparition. Absolument pas dire je veux peindre ça, cette table, mais que c'est des figures qui apparaissent dans un magma et la dialectique de l'ordre et du désordre, quoi. Il faut aussi passer complètement par le désordre. Et pour toi, c'est Donc, et ça peut être assez pénible d'être dans un chantier angoissant, quoi, ouais. Tu y vois une même continuité de geste entre te mettre derrière ton ordinateur et écrire, ou alors te mettre Mais je sais avec pas, tes disons là, pinceaux très ou jeter récent. de la Je rêvais peinture. toujours de faire ça dans la même journée. J'ai jamais pu, sauf un peu ces derniers temps, peut-être ça commence. Mais je sais pas, c'est de pouvoir tout d'un coup. Dans le fond, oui, une table qui attend votre passage. Tu as une table là, attends, tu le dessines comme ça, ou tu vas changer un mot, etc. Donc, dans l'idée future, ce serait plutôt d'arriver à ça, et en même temps aussi, ce qui est très beau au théâtre, c'est de rencontrer d'autres gens, de discuter, et aussi de croiser les... Je demande toujours à l'éclairagiste qui pense des costumes et à la costumière de se demander du texte, demander aux gens hors de leur spécialité. Ça, c'est ma spécialité. Donc, que les choses avancent ensemble, peu à peu. Et les toiles qui sont présentes sur le plateau, Alors, elles deviennent quoi après? Ben, ça dépend. J'ai beaucoup de peintres de 2 mètres sur 2 mètres. J'ai beaucoup fait des petits dessins à l'échelle de la main, ou des 2 mètres sur 2 mètres, c'est à l'échelle du corps. Tu 2 mètres sur 2 mètres, tu fais encore le tour. Là. Donc, il y a des toiles qui vont servir sur le plateau. Elles seront assez peu peintes parce que l'essentiel, l'attention doit être quand même l'acteur. C'est pas une exposition de peinture. Et donc, il y a deux toiles différentes, mais que aussi l'impression ou l'illusion, peut-être que le fait d'avoir ce décor peint avec des choses qui apparaissent, disparaissent, qui sont là sans être là vraiment, ça change aussi la perception du langage. Et ça change si tout d'un coup les soleils rouges, les acteurs ne vont pas faire les mêmes mouvements. Et j'ai bien vu ça à un certain moment. Oui, c'était, je sais plus quel était vous qui habitez le temps, je sais plus. Donc on m'avait. Ou à la Comédie Française où le plateau était strié, tu sais, coupé en deux au sol. Hein. Mais à un moment, on m'avait préparé un atelier où j'avais l'espace et puis des chaises en face pour pouvoir aller en face et voir ce que... Prendre du recul. Oui, mais je fais tout le contraire, puisque j'ai peint uniquement le point de vue de l'acteur qui entre. Tiens, là, je vais mettre quelque chose qui fasse peur à Bodina. Tiens, là, et je me dis, je ne me fais non plus que la prochaine fois, peut-être je demanderai à peindre uniquement les loges des acteurs, pour des questions d'énergie, enfin, je ne sais pas comment dire. Mais aussi que, oui, c'est l'énergie partout, le mouvement, l'énergie du langage,
la physique du lieu, etc., l'examen disons, les forces. On est en face des forces. Parce que pour nos jeunes étudiants qui n'ont peut-être pas vu les spectacles de Novarina, le sol est peint, l'acteur évolue dans la peinture, en fait. Et donc, il y a aussi des cadres qui peuvent être posés sur le plateau, et ces cadres peints peuvent être traversés par l'acteur. C'est-à-dire que l'acteur franchit la toile, aussi, d'une certaine façon. Et surtout avec deux toiles, je sais pas, prenez deux toiles que vous en mettez comme ça, vous créez complètement un autre espace, à moindre frais. C'est une sorte de poly-espace qui est là, qui est un peu à l'envers des toiles, etc. Et aussi, c'est une chose qu'on a utilisée les 2 dernières fois, mais je crois que je recommencerai, c'est la traversée de la toile. Il y avait des peintures qui étaient alignées, on les avait depuis longtemps, et tout d'un coup, Dominique Pinon saute dans la peinture, la déchire, on avait préparé, recollé, etc. Donc, il plonge dans une peinture, et dans l'animal imaginaire, c'est Valérie Vinci qui, tout d'un coup, il y a une peinture toute blanche qui apparaît, elle saute, elle dit Mesdames et messieurs, je viens de naître, je vais chercher du secours. Voilà. Elle repart là-bas. Je crois qu'il y avait des questions. Ouais, je sais pas, vas-y Pierre. En fait, je suis assez éblouie, je vois pas le. Très brèves questions qui sont différentes, mais en même temps fédérées par cette idée du geste dont tu parlais il y a un instant. La première, c'est qu'au moment de l'acte inconnu, dans les différents commentaires que vous en avez fait, vous avez dit à un moment ma vie a été bouleversée il y a fort longtemps quand je me suis mis à écouter les sonates de Beethoven. Et c'est entre autres ça qui sembliez vous dire avec déclencher l'écriture. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler ou peut-être commenter ça? Et la deuxième, c'est que je voudrais citer un autre poète dramaturge plus ancien qui est Yeats, et qui disait il y a à peu près une bonne centaine d'années, finalement, la poésie la plus satisfaisante, c'est la poésie théâtrale, parce que c'est celle qui donne une voix au poème. Est-ce que vous vous reconnaissez dans de tels mots, ce qui fait en fait boucler la boucle, c'est-à-dire que ça donne l'impression finalement, par rapport à la première question que posait Céline, au point de départ, il y a le poème et il y a le théâtre, enfin, en même temps. Oui, pour répondre à la deuxième question, ma mère avait un frère qui s'appelait Gilbert Trollier, qui est un poète genevois, etc. Et on se parlait, on se voyait, on se parlait, mais j'ai l'impression d'une sorte de tristesse du fait qu'il n'avait pas de public. Enfin, la poésie, c'est... Donc tout d'un coup, l'idée que le théâtre, c'est capturer des spectateurs, les enfermer, les empêcher de sortir et les tenir 1 heure, 2 heures, etc. Donc c'est une espèce et cet échange avec d'autres gens que les lettrés. Voilà, c'est des échanges Et puis la première question, c'est... Sur la musique, sur Beethoven. Ah oui, alors l'histoire, c'est vrai que je m'étais fabriqué à l'époque un poste à galène. C'est quelque chose d'extraordinaire. On plante une aiguille dans une pierre et la musique arrive. Enfin bon, c'est plus compliqué que ça, mais donc et j'ai écouté, c'est des choses qui me sont venues par l'oreille. J'écoutais le jeu pathétique ou je sais pas quoi, j'avais 9-10 ans et j'étais dans le fond nourri de musique plus que de livres. J'ai passé plus de temps et d'ailleurs j'écoute depuis X années à peu près tout le temps la même chose, mais dans d'autres pianistes, etc. Et la question de l'interprétation, on devrait dire plutôt incarnation. Je préférerais qu'on dise l'incarnation par le pianiste ou l'incarnation par l'acteur. Je trouve que c'est très curieux en France, comme ce sont 2 domaines séparés, que les acteurs, ça leur fait beaucoup de bien d'aller parler avec les violoncellistes, que les violoncellistes pourraient savoir ce qui se passe dans la tête des acteurs. Il y a très peu de communication. Et puis aussi, aussi de pouvoir rabâcher toute une vie la même Hammerklavier sonate ou je ne sais pas quoi, cette espèce de long travail de maturation. Et il a aussi lieu au théâtre, et quand on reprend des spectacles où les acteurs, il y a quelque chose qui, comme je dis, marquant chaque fois qu'il ressort du discours, on a l'impression qu'il a fait de la cave dans une bonne cave, enfin comme un bon Bordeaux, quoi. C'est quelque chose d'être au repos comme ça, parce que tout le problème, c'est que le langage soit complètement devienne le corps de l'acteur. Je ne sais pas comment dire. C'est des choses. Au début, on est à côté, puis au bout d'un moment, il y a des choses quasi miraculeuses qui se passent. Je me souviens de Nora Krief. Je crois que c'était le Vivier des Noms qu'on jouait à l'Odéon.
on l'a joué à l'Odéon, il y avait une scène où, bon, j'avais rien à dire, en tournée, rien à dire, et tout d'un coup, à Clermont-Ferrand, je lui dis, c'est extraordinaire, tes trois répliques de cette scène, j'ai l'impression que tu avais pris à la main des truites dans la rivière. C'est-à-dire que la réplique était vivante. C'est vivant ou pas, quoi. Et il y a tout un passage où c'est pas vivant pendant longtemps, et tout d'un coup, la vie surgit miraculeusement. Et à force de travail, quand même, les grands acteurs que j'ai rencontrés, ils travaillent comme des bêtes. Hein. Je me souviens, André Marcon jouait un rôle dans La Ville de Claudel, et je lui avais prêté un chalet, il y avait une écurie où il devait... Alors j'étais dans la pièce à côté, il tournait avec son texte toute la journée, il rabâchait, une espèce de mendication infinie du texte. Et il y avait un âne qui était dehors, qui de temps en temps mettait sa tête dans la fenêtre et qui regardait André. Et une fois aussi, c'était extraordinaire, c'était il y a pas mal de temps, avant de jouer le monologue d'Adramélec à la Bastille, il vient à la montagne et il me dit, j'aimerais bien le jouer un peu de trois personnes. Hein. Alors, je mets trois bancs, il arrivait par-dessus la colline, au moment où le soleil est prêt à disparaître, puisqu'il parlait au soleil, le vilain soleil n'apparaît plus, etc. Bon, c'était assez beau. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que les trois bancs, il y avait un éventail total de la société, que ça qu'on allait chercher. Il y avait un ouvrier aux usines d'Eau-des-Vians, un membre de l'Institut, un prêtre, un enfant, un homosexuel mâle, une homosexuelle femelle. Enfin, il y avait tout d'un coup l'humanité qui était là. J'ai des photos, c'est tout à fait extraordinaire. Venir se mélanger dans le public et pas penser tous les mêmes choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, simplement au prolongement de ce qui a été dit, puisque savoir si, à partir du moment où vous êtes emparé du plateau, embrasser peut-être la globalité du geste théâtral, votre rapport à l'écriture s'est déplacé ou pas? Je sais pas trop, alors. Si ça... quand j'écris, c'est vrai que j'écris, ça va être des acteurs ensuite qui vont délivrer le texte, parce que le public aussi, il délivre le texte, et il délivre aussi l'essence du texte, mais je peux dire que quand j'écris, je pense pas du tout au théâtre, je pense plus du tout, c'est pas du tout une préoccupation, j'écris des trucs comme ça, et puis après il y a, je sais pas, examiner des choses concrètes. Mais vous laissez l'écrivain de côté quand vous êtes au plateau ou vous êtes... mais quand je suis pas au plateau, mais quand je suis dans la salle, je suis du côté de l'ennemi quand même. Je pense que là, j'ai eu cette expérience bizarre un jour. Michel Bodina a fait une crise cardiaque. Enfin, il n'est pas mort, il est mort, mais il est mort d'autre chose. Et tout d'un coup, c'était à Neuchâtel, et tout d'un coup, soit ça n'avait pas lieu, soit j'enfilais son manteau, je prenais le texte, etc. Alors, les acteurs alors, une fois, de là, je connaissais le spectacle complètement par cœur et à l'endroit. Là, je savais complètement inversé, le miroir égal, je ne sais plus où je suis complètement paumé. Et les acteurs m'ont poussé un peu comme une marionnette, etc. Et j'ai découvert à quel point il y avait quelque chose de très violent dans le passage de la rampe. Un inversement, un monde à l'envers, je ne sais pas quoi. Et puis des choses qui m'ont surpris aussi, que finalement, j'avais une scène comme ça, et la perception du temps était complètement autre. Là, j'avais une conception comme un arbitre neutre. Et là, je voyais le peu de temps que j'avais pour entrer dans le spectacle. J'avais plutôt l'impression de passer une compétition de ski. C'est terminé. Donc, un autre temps. Et puis aussi, l'odeur des acteurs, la sueur, leur chair, etc., qui se touchent. C'est très... Étant metteur en scène, j'étais du côté de l'abstraction et du calcul, et plus dans la chair est quand même ici, quoi. Oui, madame, au fond. Oui. Juste une question sur la traduction du texte. Je me demandais si vous, donnez votre attention au son de la langue, participez ou non à la traduction, ou si vous laissez le traducteur... Ah, traduction? Oui, la traduction. Ah oui, alors dès qu'il y a une traduction, parce que moi, malheureusement, je sais
un peu d'italien et un peu d'allemand, le français, mais je sais quasiment aucune langue. Mais dès qu'il y a une traduction, j'accours. Je suis passionné par la traduction et j'aime parler avec le traducteur, même si je ne connais pas sa langue du tout. Mais en discutant de l'art de la traduction, j'ai appris tout ce que j'ai appris sur le langage, c'est par cet éloignement, cette traversée du Rubicon, du Yabok, comme on veut, de l'autre côté du torrent. C'est pas rien la traduction, et c'est en soi, dans le fond, un acte poétique parce qu'il y a du vide entre les mots et de la lutte entre les langues, etc. Et dans le fond, prendre conscience qu'il n'y a aucun mot qui est son équivalent dans une autre langue, aucun. Ils sont tous légèrement différents et que les langues sont vivantes, mortelles, etc. Je vous signale juste, il y a un livre qui est sorti là très récemment qui s'appelle La République des traducteurs. Et d'ailleurs, il y a une rencontre à la librairie Charib de la semaine prochaine. Voilà, justement pour. Et donc là, si ça vous intéresse, la question de la traduction et du théâtre, il y a tous les grands traducteurs de théâtre qui s'étaient réunis à la Colline pour discuter de ces questions-là. Et ce livre rassemble ses contributions. Oui, puis apprendre des choses sur l'architecture du texte, que par exemple que tout un épisode ou toute une phrase reposait sur un mot qui a été enlevé. Des choses comme ça, disons l'énergie, le positif, le négatif, la construction. C'est pour ça que je suis pour un écrivain incompréhensible, je suis pas mal traduit. Parce que chaque fois j'y vais, j'encourage. Il y avait une question, ouais, allez-y. Vous évoquiez là tout à l'heure quand vous avez été manipulé comme une marionnette par les autres acteurs. Un peu plus tôt, vous parliez de porter devant, le geste de porter devant soi. Est-ce que vous diriez qu'il y a quelque chose de marionnettique dans votre travail, que ce soit l'écriture ou la mise en œuvre? Non, ce que je déteste, c'est courant dans les magazines, les photos, on voit le metteur en scène, et le metteur en scène, pour montrer qu'il fait le metteur en scène, il doit être pris comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai horreur de ça. Et l'acteur, il ne faut surtout jamais rien lui montrer, jamais lui dire une phrase, et que la communication est mystérieuse, elle passe par des détours. Et je parle de moins en moins aux acteurs, je leur dis des choses de plus en plus énigmatiques, ou enfermées, qu'ils comprennent ou pas. Et parfois, c'est l'acteur qui, par exemple, André Marcon, à un moment du discours aux animaux, il disait pas grand-chose, mais il disait minéral. Minéral. C'était extraordinaire parce qu'il y a une phrase extraordinaire de Jarry qui dit que l'acteur, dans le fond, apporte son crâne au public, comme la pierre des eaux, quoi. Enfin, il ne faut pas trop leur parler, il faut surtout. Et le rythme est tellement fondamental qu'il ne faut vraiment pas en parler. Pierre ? Alors, moi, il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est que vous êtes donc écrivain et plasticien. C'est une activité très, très importante, l'une et l'autre. Et cependant, par exemple, sauf erreur de ma part, on vous voit moins travailler sur la graphie dans la page, sur la scénographie de la page ou de l'écriture elle-même. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, non? Ça, c'est pas, l'occasion s'est pas produite. Cependant, par exemple, j'étais un fan de Mallarmé. Je me souviens de lecture, de commentaires de quelqu'un qui s'appelle Grier-Cohn, je crois, un ouvrage universitaire sur Mallarmé, où il y avait le coup de dé représenté par des ombres et des lettres masquées en noir, etc. C'est une sorte d'extase devant le mystère de la langue apparaissant, disparaissant, ou je ne sais pas quoi. Et parfois, j'ai des idées idiotes qui me viennent, comme de transformer le coup de dé, en langage des signes. Ce serait drôle, curieux, non? Mallarmé en langage des signes, ça sent le festival d'automne. Après, le travail sur la typographie, il est aussi sur l'équilibre des masses. Ouais. Il y a des textes comme les monologues, voilà, sur 300-400 pages. Pour moi, il y a aussi un travail sur la typographie. Et ayant travaillé sur les épreuves de Valère, le travail sur les épreuves avec les éditeurs, il est extrêmement minutieux. Donc il y a une attention, même si la typo, elle reste
conventionnel avec, voilà, dans les derniers textes, nom du personnage, réplique en dessous. Enfin, Valère est très attentif, Non, par mais c'est exemple, au très- point-virgule, oui, les parenthèses. Donc, le point virgule, j'ai quelque le chose à point- raconter. alors oui, vas-y, oui. c'est pour ça que je l'ai dit, ce que je savais. Pour conclure, à Paris, on voit que les gens avec qui on a quelque chose à faire, avec qui on travaille, c'est pas gai. Mais à la campagne, on peut être invité chez un copain et on va rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas. André Clavel, qui était un ami, un critique littéraire, m'invite un jour chez lui. Il y avait un copain par alliance, je sais pas quoi, qui était flic. Il était gendarme à Thonon. Alors, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, j'écris des livres. Il me dit, est-ce qu'il y a des points-virgules? Je lui dis, oui, je crois que je n'ai pas encore vraiment regardé, mais je vais... Il me dit, parce que le point-virgule, c'est le rebond de la pensée. Une mobilette a été volée, point-virgule. Non, etc. Non, mais blague à part, la ponctuation est fondamentale. Ce matin, j'ai encore hésité autour des 2 points, parce que j'essaye je crois avoir inventé le double 2 points, qui est assez intéressant, de donner un petit carré. Je ne sais pas si je vais le garder, mais la ponctuation, c'est très très important pour l'ossature, le mouvement, la structure de la phrase, que ça se comprenne tout de suite. Mais aussi, donc c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec quelqu'un, mais j'ai aussi des expériences douloureuses avec les graphistes. Et j'ai les graphistes pour les programmes, les trucs comme ça, parce que j'ai souvent une mauvaise expérience, et j'ai inventé une réplique de Molière qui est la peste soit des graphistes et des graphisticiens. Mais enfin, à part ça, je reconnais le travail s'il est bon, mais c'est délicat. C'est vrai que oui, que l'apparence du livre, que le corps, la ligne. Un imprimeur m'avait dit qu'au-delà de 7 mots, on ne peut pas lire. On lit bien jusqu'à 7 mots, mais là, et il y a quantité aujourd'hui de, je sais pas, des romans de Balzac, des lignes et ça fait que c'est des livres que tout le monde laisse tomber, parce que l'œil ne peut pas suivre. De toute façon, tout devient mécanique à vitesse grand V. Je vous propose qu'on clôture là la rencontre avec Valère. Valère, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci.